J'essaie de réévaluer les dégâts au combat et de comprendre quelle différence cela fait. Du côté iranien, les dégâts ont été énormes. Plus de 27 bases américaines auraient été complètement détruites. Pratiquement tous les radars à longue portée conçus pour donner une alerte précoce en cas d'attaque de missiles contre Israël, dans tout le Golfe et dans toute la péninsule arabique, ont disparu. Ils ont été détruits et maintenant les Iraniens démontent méthodiquement le reste. Je regardais des images satellites avant cette discussion, y compris des images du Koweït et de la base américaine qui s'y trouve. Les Iraniens disposent manifestement d'excellents renseignements. Ils savent où se trouvent les postes de la CIA. Ils savent où se trouvent les gens qui accomplissent des tâches vraiment importantes. Ils démantèlent systématiquement la capacité militaire américaine dans tout le Golfe. Ils ont aussi fait savoir très clairement si les États du Golfe ne coopéraient pas avec eux et s'ils continuaient à servir l'agenda américano-israélien, l'Iran détruirait tout le reste. En même temps, la jugulaire pétrolière est en train de se refermer au Qatar. Ils n'ont plus de capacité de stockage, alors ils arrêtent l'extraction. La même chose se produit aux Émirats arabes unis. Ils viennent de fermer la plus grande raffinerie du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent plus rien raffiner. À quoi cela servirait-il ? Il y a 3200 navires dans le monde qui restent immobiles, soit en attendant de faire sortir du pétrole, soit en attendant d'entrer pour en charger, et ils ne peuvent pas le faire. J'ai trouvé intéressant que le président Trump dise que les gens à bord de ces navires devaient manquer de courage et se demandent pourquoi ils ne traversaient pas le détroit d'Ormuz. Eh bien, président Trump, j'ai une nouvelle pour vous. Premièrement, les compagnies d'assurance ne paieront pas pour cela. Deuxièmement, ces gens aimeraient tout simplement rester en vie. J'imagine que Trump ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Dans la version trumpienne de la stratégie, la vie d'un marin coûte apparemment moins cher qu'une phrase lancée pour la télévision. Dans l'ensemble, c'est une guerre sans stratégie. Et cela signifie une guerre sans fin. Le président Trump a effectivement transformé les illusions de Netanyahou, qui rêve de dominer toute la région et d'y démontrer une suprématie juive, ainsi que dans le monde entier, en sa propre réalité. Trump semble engagé dans cette voie, peu importe le coût pour les États-Unis et peu importe le coût pour le monde. À l'heure actuelle, 25% du pétrole mondial est hors ligne et à ce stade, cela pourrait durer indéfiniment. En même temps, 35% des engrais mondiaux ne sont pas disponibles. Les composants venant du Golfe sont nécessaires à la production d'engrais. On peut obtenir des engrais ailleurs. Les Russes pourraient peut-être vendre tous les engrais que l'on veut. Peut-être que les Ukrainiens pourraient faire quelque chose, même si je ne sais pas si ils sont assez organisés pour cela. Il y a ensuite le reste du monde. En Asie, tout le monde célèbre les dommages que certains pensent infliger à la Chine. L'idée, c'est que la Chine dispose d'environ 100 à 115 jours de couverture nette des importations dans sa réserve stratégique de pétrole. C'est un raisonnement optimiste. Les États-Unis ont pris ou en réalité volé le pétrole du Venezuela. Le Venezuela n'est pas un État américain. Les États-Unis ne l'occupent pas et ne le contrôlent pas. Mais Washington croit pouvoir prendre le contrôle du pétrole vénézuélien afin que le Venezuela ne puisse pas l'expédier vers la Chine. Washington voit cela comme une grande réussite. Le résultat, c'est que la Chine est maintenant forcée d'acheter du pétrole plus cher, échangé de manière transparente au lieu des réserves bon marché qu'elle recevait auparavant. Mais à quel moment la Chine dira-t-elle que c'en est assez et refusera-t-elle de continuer à jouer à ce jeu ? Que fera alors la Chine ? Interviendra-t-elle dans le conflit ? Ce qui se passe en Europe est catastrophique. Les prix du pétrole montent sans limite, les stocks sont maintenant tombés sous les 30% de capacité. En Asie, la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud obtiennent entre 50 et 75% de leur pétrole du Golfe Persique. Le monde prévoyait une augmentation du gaz naturel liquéfié d'environ 7% cette année. On peut maintenant faire une croix, là, dessus. De vrais problèmes se profilent. On n'a même pas encore parlé des terres rares, mais elles vont effectivement devenir hors de portée, à moins que les États-Unis ne fassent les choses autrement. C'est pas parce qu'il est impossible d'obtenir des terres rares, mais parce que les États-Unis ne peuvent pas les raffiner. À l'intérieur des États-Unis, il y a une très forte probabilité que les coûts de l'électricité augmentent. Le système dépend fortement du gaz naturel, les prix de l'essence à la pompe vont augmenter, les Américains pourraient payer
8 à 10 dollars le gallon dans 3, 4, 5 ou 6 mois. Les engrais, les produits chimiques, les matières premières industrielles et beaucoup d'autres produits essentiels ont une composante pétrolière et certains d'entre eux doivent être importés. Une inflation persistante tirée par l'énergie rendra très difficile pour la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt. Dans l'ensemble, il s'agit d'une perturbation énergétique mondiale qui entraînera une pauvreté énergétique dans une grande partie du monde. Elle aura un impact terrible et la question est de savoir combien de temps le monde entier tolérera encore les États-Unis. Le point important ici, c'est à quel point tant d'industries différentes sont connectées. Les gens pensent peu être seulement au pétrole et au prix de l'essence, mais le problème va beaucoup plus loin que cela. Il touche presque toutes les parties de l'économie mondiale et affectera toutes les régions du monde. Donald Trump est sorti publiquement et a essayé de calmer les marchés. Il a tenté d'annoncer que les États-Unis étaient très près d'atteindre leur objectif. Mais personne ne sait réellement quel est cet objectif. Les États-Unis n'ont pas vraiment accompli grand-chose en Iran jusqu'à maintenant. Ils auraient éliminé le guide suprême, mais l'auraient essentiellement remplacé par son fils de 50 ans. Alors il n'y a pas vraiment de changement majeur. Dans les premiers jours de la guerre, les États-Unis disaient que l'objectif était un changement de régime. C'était ce que l'on entendait de la part du gouvernement américain. Maintenant, Trump a changé de position et dit qu'il ne se soucie pas vraiment de savoir qui est le dirigeant et que le changement de régime n'est pas ce que Washington recherche actuellement. La question devient donc de savoir si les États-Unis ont la moindre idée de ce à quoi ressemblerait une campagne réussie. L'administration Trump sait-elle réellement ce qu'elle considérait comme une victoire ou un succès ? C'est une excellente question et elle est dans l'esprit de beaucoup de gens. Plus cela dure, plus le tableau mondial s'assombrit. Les Iraniens semblent avoir décidé que, plutôt que de vivre à genoux, ils se tiendront debout, même si cela doit les tuer. Les Iraniens ont très clairement fait savoir qu'ils ne se plieraient pas aux exigences de Netanyahou. Il est important de comprendre que les exigences formulées par le président Trump ne sont pas vraiment des exigences américaines. Ce sont les exigences d'Israël telles qu'elles sont exprimées par Netanyahou. La vision du monde de Netanyahou semble être que le monde est un endroit que les Juifs doivent dominer, du moins en ce qui concerne le Moyen-Orient. Comment le dominent-ils ? Ils doivent le dominer militairement. Pourquoi doivent-ils le dominer militairement ? Parce qu'ils sont entourés d'ennemis, c'est l'argument. Existe-t-il un moyen de transformer certains de ces ennemis en amis ? Dans cette vision du monde, non. C'est considéré comme impossible. Par conséquent, Israël ne sera en sécurité que lorsque l'Iran sera détruit. Parce que l'Iran représente un danger très sérieux. L'Iran est grand. Il possède tous ces missiles contre lesquels Israël ne peut pas se défendre et cela se voit maintenant en temps réel à l'intérieur d'Israël. Du point de vue de Netanyahou, c'est inacceptable. Donc, à défaut d'autre chose, l'Iran doit être détruit. Voilà sa vision. Le président Trump semble avoir adopté cette vision, mais ce n'est pas un intérêt américain. Les États-Unis n'ont aucun intérêt à tuer tout le monde en Iran, à détruire toutes ces villes ou à réduire ce pays à une pauvreté abjecte. Cela ne sert sûrement pas les intérêts des États-Unis en tant que pays. L'Iran est un autre État civilisationnel, l'une des pierres angulaires de la civilisation mondiale. Il existe depuis 2700 ans, il s'appelait la Perse. Si les États-Unis étaient restés à l'écart de l'Iran, il y aurait peut-être eu un changement de régime là, à terme, peut être dans 6 mois, peut être dans 12 mois, qui sait. La majorité des gens en Iran ne sont pas très enthousiastes à l'égard de cette version de l'islam importée du monde arabe. Ils ne le sont pas depuis un certain temps. L'Iran lui-même a changé de façon spectaculaire par rapport à ce qu'il était il y a 10, 20 ou 30 ans. Les États-Unis écoutent la propagande comme si Khomeini était encore au pouvoir et comme si nous étions encore en 1980. L'image véhiculée est celle de gens qui courent partout dans des sacs pendant que la police les pousse vers les mosquées. C'est pas la réalité. Les mosquées sont largement vides dans les grandes villes, les gens ne s'intéressent pas à cela. Ils s'intéressent beaucoup à la reconquête de leur identité nationale perse, de leur culture perse, de leur histoire, de leur langue et de leur société. Ce que les États-Unis ont fait a rendu très improbable tout changement profond à court terme. Je peux me tromper, il se peut que dans 6 mois, un changement se produise quand même en Iran. Mais vouloir bombarder son chemin vers ce résultat a été
un échec et un désastre. Une personne qui s'était rendue en Iran s'est déjà assise avec moi et m'a montré les quartiers de Téhéran qui avaient été détruits. Elle a dit que les bombardements avaient tué beaucoup de gens qui partageaient l'intérêt d'expulser l'islam de la vie politique iranienne. Les gens tués sont souvent précisément ceux qui auraient voulu changer les choses. Les États-Unis ne comprennent pas l'Iran ni les gens qui y vivent, c'est pas nouveau. Washington s'en moque. Lorsque les États-Unis sont allés au Vietnam, ils ne comprenaient rien et s'en fichaient complètement. La vision américaine a toujours été « nous sommes ici et nous allons vous bombarder jusqu'au bonheur et à la démocratie ». Bien sûr, c'est absurde, mais cela dure depuis des années et des années. Puis, si quelqu'un dit qu'il n'est pas d'accord avec cela, il est traité de traître qui ne croit pas à la démocratie. Mais c'est pas la question. La question n'est pas de croire ou non à la démocratie. La question est de ne pas croire qu'il faut tuer des gens sans raison. Cette leçon aurait dû être apprise depuis longtemps. Les États-Unis se trouvent maintenant dans une position terrible. Ils ont probablement déjà utilisé la plupart des missiles haut de gamme dont ils se servaient. Ils ont peut-être commencé avec 8000 ou 9000 missiles. Je sais pas ce qu'il en reste maintenant, mais au moins la moitié a probablement disparu, sinon plus. Les Iraniens ont encore au moins 45 000 missiles qu'ils peuvent utiliser. Je sais pas combien de drones ils possèdent. Quelqu'un a récemment parlé de 50 000, quelqu'un d'autre a parlé de 100 000. Les drones se sont révélés très très efficaces. Un ami dans l'industrie de la défense a regardé l'un de ces drones et l'a décrit comme de la tôle. Il a dit que c'était bon marché à un point incroyable et aussi efficace qu'on pouvait l'imaginer. Ça fonctionne. Maintenant, les États-Unis tirent des missiles coûteux pour abattre des drones bon marché. Voilà vraiment à quoi cela se résume. Les États-Unis ne sont pas prêts pour cette guerre et il n'existe pas de base solide de soutien à l'intérieur du pays. Une fois dépassé l'ancienne génération, portée à dire « oui, allez chercher ces gars-là, bombardez tout le monde », la plupart des gens, surtout ceux de moins de 50 ans, se demandent ce que font les États-Unis. Le plus gros problème à l'intérieur des États-Unis, c'est le coût de la vie. Les gens se demandent comment ils vont s'en sortir. Les questions qui touchent toujours le plus les Américains sont les questions intérieures. Les gens de moins de 50 ans, et surtout la jeune génération de moins de 30 ans, sont déjà poussés à bout. Ils font déjà face à une crise d'abordabilité. La prochaine étape de la guerre est particulièrement préoccupante, parce que des rumeurs circulent depuis quelques jours selon lesquelles une éventuelle invasion terrestre serait une option. Certains rapports suggèrent que Trump y réfléchit. Ce serait un désastre pour les États-Unis. Une campagne aérienne où des bombes sont larguées depuis le ciel est plus tolérable pour les Américains parce que les troupes et les soldats américains ne sont pas envoyés au sol. Mais une invasion terrestre pourrait être une erreur catastrophique. Si l'on compare l'armée américaine d'aujourd'hui à celle de 1991, lorsque plus de 300 000 soldats avaient été placés au sol en Arabie Saoudite avant l'offensive vers le Koweït et l'Irak, l'armée actuelle n'en représente qu'une fraction. Elle compte environ 440 000 à 450 000 soldats. Sur ce nombre, combien constituent réellement des formations? C'est, à dire, des organisations qui peuvent être expédiées et déployées au sol, quelque part, peut être 120 000 ou 125 000. Même en supposant que les États-Unis utilisent ce qu'ils ont. Comment entrent-ils en Iran? Où vont-ils? Où débarquent-ils? Vont-ils débarquer sur la côte iranienne de l'océan Indien, puis marcher 1000 milles à travers le désert ouvert pour atteindre le nord du pays? C'est douteux. Vont-ils essayer de percer le détroit d'Ormuz et de débarquer à Bandar Abbas, la principale ville portuaire, ou de remonter vers l'île de Kark pour entrer par là? Tout serait coulé. Le problème, c'est que les États-Unis ne comprennent pas que nous sommes à l'ère des missiles guidés de précision liés au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissance par satellite, ainsi qu'à des plateformes terrestres. Quand on parle de capteurs allant des fonds marins jusqu'à l'espace, cela existe. C'est réel. Alors comment les États-Unis entrent-ils? Ils n'entrent probablement pas par ces endroits. Cela laisse la Méditerranée. Les États-Unis pourraient-ils passer par la Turquie? Non. Les Turcs ont dit non en 2003, lorsque Washington voulait envoyer 25 000 soldats à travers la Turquie.
Ils ont refusé de soutenir cela à l'époque. Pourquoi le soutiendraient-ils aujourd'hui? Ils ne veulent pas que l'Iran soit détruit. Ils ne voient aucun avantage dans le chaos régional, des millions de réfugiés et la destruction de leur économie. Ils ne sont pas intéressés par le projet de Grand Israël. Israël est maintenant en train d'envahir le Liban et de contrôler ce qui reste du sud de la Syrie. Il existe des plans visant à s'emparer du Sinaï et éventuellement d'une partie de la vallée du Nil au nord. Il y a des ambitions de contrôler la plus grande partie de la Jordanie ainsi que des parties du nord de l'Arabie Saoudite et de l'Irak. L'idée que tout le monde se précipitera pour soutenir cela relève de l'illusion de Netanyahou. C'est cela que les États-Unis bombardent pour soutenir. C'est de la folie. Apparemment, dans la politique étrangère de Trump, on n'étudie pas la carte, on l'agite simplement jusqu'à ce que quelqu'un d'autre paie la facture. Si les forces américaines tentaient de débarquer sur la côte syrienne, elles seraient détectées par le renseignement et la reconnaissance spatiale dès leur apparition en Méditerranée. Pendant que les navires resteraient là à essayer de décharger l'équipement et que les troupes débarqueraient, elles seraient anéanties depuis l'espace. Puis quelqu'un pourrait dire envoyer la 422e division aéroportée. Mais qu'est-ce que cela signifie? 11 000 ou 12 000 hommes en parachute. Que se passe-t-il lorsqu'ils atterrissent en supposant qu'ils ne soient pas tués dans les airs? Ils doivent manger, boire, se déplacer et avoir des munitions. Combien de temps tiennent-ils? 36 heures. Voilà la mythologie des forces légères. Elles ont fière allure et sonnent bien, mais une fois mises au sol, elles ne peuvent pas faire grand-chose. L'idée d'une invasion terrestre n'est pas seulement insensée, c'est une excursion dangereuse au pays du fantasme. Pour faire tout cela et avoir un impact réel, les États-Unis auraient besoin d'une conscription. Ils devraient faire appel à de la main-d'œuvre américaine valide, de première qualité. Combien de gens célébreraient la conscription lorsqu'elle serait instaurée? Ce serait un désastre. Un point doit être très clair. La plupart des hommes américains, si on leur disait qu'ils sont envoyés à la frontière mexicaine parce qu'il existe une menace venant du Mexique et que les États-Unis pourraient devoir intervenir là, le feraient. Il n'y a aucune absence de volonté de défendre les États-Unis et de se battre pour eux. Mais les gens se demandent ce que les États-Unis font en Iran. Quelle menace l'Iran représente-t-il? L'argument est que si l'Iran obtient une arme nucléaire, il l'utilisera contre les États-Unis. Il n'existe aucune preuve de cela. Il n'y en a jamais eu. L'Iran ne veut pas faire cela. Après le 11 septembre 2001, 1 million d'Iraniens sont descendus dans les rues de Téhéran la nuit avec des chandelles pour une veillée destinée à démontrer leur solidarité avec les Américains et leur tristesse devant les pertes humaines à New York. Cela n'est jamais mentionné. La présentation médiatique de cette question est profondément déséquilibrée. L'affirmation est que les médias sont fortement infiltrés, soutenus, gouvernés et dirigés par des intérêts israéliens. Comment gère-t-on ces choses? Trop de gens ont été soumis à la propagande pendant trop longtemps. Ils absorbent automatiquement ce matériel. Il reste donc là à dire que bombarder un endroit c'est acceptable, mais maintenant qu'il est question de l'envahir, ils demandent comment les États-Unis en tireraient profit. Qui va payer tout cela? Le pays a déjà une dette de 38 billions de dollars. Il y a aussi une histoire majeure survenue le premier jour de la guerre. Une école iranienne a été bombardée et 165 jeunes femmes auraient perdu la vie. Environ 40 minutes après ce bombardement, une deuxième bombe serait arrivée et aurait frappé le même site. Des rapports ont indiqué que l'attaque impliquait un missile Tomahawk frappant l'école. Le Tomahawk est fabriqué par Raytheon et c'est un missile américain. Il n'y a aucun moyen que l'Iran ait pu mettre la main sur un missile Tomahawk. Pourtant, le président Trump l'a nié et a suggéré qu'il était possible que l'Iran ait obtenu un Tomahawk d'une manière ou d'une autre, et que personne ne savait ce qui se passait. C'est une histoire majeure qui pourrait devenir un sérieux problème pour les États-Unis et certainement pour l'administration Trump. Le premier problème, c'est la rhétorique toxique et incendiaire venant de l'administration Trump à propos de l'Iran, y compris des accusations de décapitation de bébés et d'autres absurdités semblables en temps de guerre. En temps de guerre et en tout temps, si les responsables ne savent pas quelque chose, ils doivent dire aux gens qu'ils ne savent pas. Ils devraient dire « Je ne connais pas la réponse à cette question. Une enquête est en cours et lorsque nous saurons quelque chose,
Nous vous le dirons. Il n'y a rien de mal à cela. Le président Trump et son entourage, que ce soit Pete Hegseth ou quelqu'un d'autre, semblent très pressés de dire « non, non, ce n'est pas nous » ou « quelqu'un d'autre a fait ça ». Ils craignent que s'ils admettent quelque chose, il y ait une baisse du soutien public à ce qu'ils font. Cela s'est vu pendant la campagne aérienne au Kosovo en 1998 et 1999. Les responsables ne voulaient pas admettre que les Serbes n'avaient pas fait quelque chose et que l'OTAN l'avait fait. Un officier britannique avait dit à l'époque « Si notre cause est juste, pourquoi devons-nous mentir à son sujet ?» Il avait raison. Si la vérité ne peut pas être dite, il vaut mieux ne rien dire. Mais au bout du compte, il est toujours préférable de dire la vérité, peu importe à quel point elle peut être dommageable. Churchill l'a appris pendant la Seconde Guerre mondiale à plusieurs reprises, à la dure. Les Américains n'ont pas souffert autant que les Britanniques, alors ils ont découvert beaucoup de choses plus tard, mais les États-Unis ont déjà menti sur beaucoup de sujets. C'est pas une bonne idée. D'après mon expérience, les aviateurs qui servent comme spécialistes du ciblage dans l'armée de l'air sont excellents. Ils travaillent jour et nuit sur d'immenses quantités d'images satellites pour localiser et identifier les bonnes cibles. Je ne sais pas comment ce bombardement d'école s'est produit, mais je me souviens du moment où les États-Unis ont bombardé l'ambassade de Chine. C'était une erreur. Personne ne voulait délibérément bombarder l'ambassade de Chine. De la même façon, je ne crois pas que les États-Unis aient délibérément tué ses enfants. Je suis certain que l'endroit avait été identifié comme une installation destinée à un autre usage, soit accidentellement, soit parce qu'il avait été confondu avec autre chose. Quelqu'un a demandé si l'intelligence artificielle était impliquée. Je ne sais pas. L'intelligence artificielle est dangereuse parce qu'elle peut être automatique. Il se peut qu'aucun être humain ne puisse appuyer sur l'interrupteur et dire « Attendez une minute, laissez-moi vérifier ». C'est une erreur. Je ne sais pas si cela s'est produit. Mais d'après mon expérience avec l'armée de l'air, ils font tout en leur pouvoir pour s'assurer que la cible frappée est une cible militaire valide. Parfois, la définition était tirée, une usine qui fabrique des automobiles ou des voiturettes de golf peut être frappée parce que quelqu'un conclut qu'elle a une certaine utilité militaire. Ce n'est pas vrai, mais cela s'est produit. Ce cas-ci, toutefois, ressemble à une erreur évidente. Quelqu'un a pris quelque chose pour autre chose. Il existe plusieurs couches de spécialistes du ciblage. En 1999, il y avait 6 niveaux impliquant des dizaines de personnes. Un officier de l'armée de l'air n'entre pas simplement dans le bureau du commandant en disant « Voici monsieur, il y a une photo juste là, je pense que nous devrions frapper cela ». Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. C'est examiné très soigneusement. C'est une tragédie. Je suis désolé que cela soit arrivé, mais je ne crois pas un seul instant que cela ait été délibéré. Cela dit, si une erreur est commise, il faut l'assumer. Le problème ici, c'est le déni. Si c'était un missile Tomahawk, il est évident d'où il venait. Les États-Unis devraient assumer cette erreur. Mais l'honnêteté et la clarté ne sont pas exactement les deux grandes forces de l'administration Trump en ce moment. Dans cette administration, même la trajectoire d'un missile peut devenir une fausse nouvelle si elle atterrit dans la mauvaise salle de briefing. La campagne elle-même a déjà impliqué beaucoup de bombardements en 11 jours en Iran. Tout ce que l'Iran doit faire, c'est survivre. Ces drones se sont révélés efficaces. Certains rapports disent que ces drones coûtent des milliers de dollars, peut être des dizaines de milliers, tandis que les missiles américains peuvent coûter plusieurs millions. Les États-Unis sont déjà à court de munitions, en partie à cause de la guerre en Ukraine, qui dure depuis des années. Les intercepteurs de missiles des États-Unis et d'Israël atteignent des niveaux stratégiquement bas. La question est de savoir combien de temps l'Iran doit tenir et si les États-Unis et Israël ont encore des semaines ou des mois de capacité militaire devant eux. C'est une estimation très incertaine parce que j'ai pas accès aux chiffres et aux données exactes, mais on peut dire plusieurs choses. En mer, les navires qui lancent ces missiles utilisent des lanceurs verticaux. Ces lanceurs verticaux se trouvent à bord des navires et des sous-marins. Pour recharger après avoir tiré un magasin de missiles, le bâtiment doit se rendre dans un port. S'il se trouve au sud du golfe Persique, il doit aller jusqu'à Diego Garcia. S'il se trouve en Méditerranée, il doit aller plus au nord et à l'ouest vers des ports qui s'y trouvent.
Cela prend du temps et les équipages doivent savoir ce qu'ils font. Les missiles sont facilement endommagés. Donc, peu importe ce qui se trouve dans les magasins, je ne sais pas combien a été tiré, mais je suis certain que c'est beaucoup, il deviendra évident que certains navires devront retourner se recharger. En ce qui concerne les avions, on peut transporter qu'une certaine quantité à bord d'un porte-avions, et le porte-avions est très loin de la destination cible. Beaucoup de ravitaillement en vol est nécessaire. Les États-Unis ont déplacé de nombreux avions ravitailleurs hors d'Arabie Saoudite, ce qui signifie qu'ils s'éloignent de plus en plus de l'Iran, parce que l'Iran a démontré sa capacité à frapper et à tuer des forces américaines à grande distance. C'est un problème. C'est un cauchemar logistique. L'armée de l'air est dans une position quelque peu différente. Les B-52 et les B-2 sont en Europe, à Diego Garcia ou en Grande-Bretagne. Ils peuvent être chargés. Ils peuvent tirer, larguer des armes, frapper à distance ou peu, être largués des bombes gravitationnelles. Mon expérience avec les bombes gravitationnelles, toutefois, c'est qu'elles ne font souvent pas grand-chose. Un B-52, par exemple, peut larguer 9 bombes de 500 livres. C'est beaucoup, mais à moins de disposer de renseignements très précis et très récents, elles peuvent ne rien toucher d'important. Une ville peut être touchée. Des pâtés de maison peuvent être détruits. De nombreux civils peuvent être tués. Cela, c'est faisable. Mais pour frapper l'armée de manière significative, c'est autre chose. Les Iraniens ont beaucoup d'installations souterraines, beaucoup plus qu'on le pensait, avec de nombreux avions, missiles et lanceurs à l'intérieur. Malgré tout, les États-Unis feront voler des bombardiers B-52 et B-2. Les B-2 lanceront des munitions plus exotiques. Dans certains cas, ils peuvent lancer des armes à distance, des missiles JASSM, des missiles de croisière, et ainsi de suite. À un certain moment, toutefois, les États-Unis doivent prendre du recul et se demander ce qui a été accompli. Qu'est-ce qui a vraiment été fait? Est-ce que cela a changé quelque chose? Cette question doit être posée encore et encore tout au long d'une guerre, peu importe le type de guerre. Les États-Unis le font probablement en ce moment. J'estimerais qu'à la fin mars ou au début avril, les États-Unis seront probablement très à court de nombreuses choses. Les États-Unis peuvent-ils reconstituer leur stock entre-temps? Peuvent-ils sortir quelque chose des chaînes d'assemblage? Pour l'instant, les États-Unis ne peuvent pas augmenter efficacement la production de missiles. Les missiles ne sont pas comme des obus d'artillerie de 155 mm. 100 000 obus d'artillerie peuvent être produits rapidement si la production est accélérée. On ne peut pas faire cela avec des missiles Patriot, des missiles standards et des systèmes semblables. Ces choses prennent du temps. Les médias occidentaux présentent souvent l'Iran comme une menace militaire très faible pour les États-Unis, mais l'objectif de l'Iran est simplement de survivre. L'Iran possède de nombreuses capacités, y compris des drones et des missiles souterrains. La plus grande idée fausse que beaucoup d'Américains ont actuellement à propos de l'Iran, c'est l'hypothèse selon laquelle les Iraniens ne seraient pas différents de leurs voisins arabes. Les voisins arabes ne sont pas historiquement des peuples martiaux. Ils n'investissent pas massivement dans la puissance militaire. La plupart des États arabes, la plupart du temps, essaient de mettre de la nourriture sur la table et d'empêcher leur population de s'entretuer, de devenir agitée ou de renverser le gouvernement. L'Égypte en est un bon exemple. Près de 100 millions de personnes vivent en Égypte, mais une grande partie des infrastructures a été initialement conçue pour une population beaucoup plus petite. L'Égypte a d'énormes problèmes et doit nourrir sa population. C'est un immense défi et l'Égypte est le plus grand État arabe musulman du monde. L'Iran et la Turquie sont différents. Les Perses et les Turcs ont tous deux une très longue histoire. Les Turcs, grâce à l'Empire ottoman et à de nombreux siècles de domination, représentent un État civilisationnel. La Perse est différente des Arabes, tout comme la Turquie est différente de la Perse. Ce sont des peuples martiaux. Si les Turcs sont engagés dans une guerre, ils combattront jusqu'à ce que tout le monde soit mort. Les Iraniens combattront jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien d'eux. Je ne pense pas que les États-Unis iront jusque-là, parce que je ne crois pas qu'ils puissent maintenir cela. Les finances, l'économie et toutes ces autres réalités vont intervenir. Avec le temps, à mesure que la vérité commencera à sortir et que les gens verront que les États-Unis ont aussi subi des pertes, dont on ne parle pas vraiment, l'image changera. Israël, en particulier, est lourdement endommagé
Et cela empire chaque jour. Il y aurait maintenant eu une 33e vague de missiles et de drones lancés contre Israël, causant d'énormes dégâts. La presse israélienne censure tout. Les gens peuvent aller en prison pour avoir montré des preuves d'un bombardement pendant qu'il se déroule. La vraie question est donc de savoir quand Netanyahou se lèvera et dira qu'Israël ne peut plus supporter cela. C'est le plus grand danger, parce que lorsqu'il dira finalement cela, il pourrait dire « je vais utiliser une arme nucléaire ». Je ne sais pas si le président Trump a l'autorité, le pouvoir ou l'influence sur Netanyahou pour empêcher cela. Il devrait les avoir, mais je ne sais pas si c'est le cas. Cela changerait tout. Je ne me sens pas particulièrement rassuré par la possibilité d'une escalade nucléaire, parce que ce serait un acte suicidaire pour Israël. Le monde l'abandonnerait. Le Pakistan fait aussi partie de cette équation. Les Pakistanais disent depuis des années qu'ils fourniraient une arme nucléaire aux Turcs, aux Iraniens ou à n'importe qui d'autre contre Israël. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. J'ai toujours pensé qu'attaquer un autre État qui ne possède pas d'armes nucléaires, surtout par deux États dotés de l'arme nucléaire comme les États-Unis et Israël, est une grave erreur. Cela dit à tous les autres que s'ils veulent vraiment survivre dans ce monde, il ferait mieux d'obtenir des armes nucléaires. Donc, les États-Unis et Israël produisent exactement l'effet inverse de celui qu'ils voulaient obtenir. Les gens qui entourent Netanyahou, souvent appelés les Likoudniks, forment un groupe très radical. Ils croient vraiment ce qu'ils disent. Il faut prendre les gens au mot. Ils décrivent les gens avec lesquels ils traitent, c'est à dire toute personne qui n'est pas israélienne et qui n'est pas juive comme des sous-humains. Si l'on regarde le paysage géopolitique plus large, y compris la Russie, la Chine, les marchés de l'énergie et les alliances mondiales, le plus grand bénéficiaire en ce moment, s'il y en a un, c'est la Russie. La crise énergétique en Europe est particulièrement aiguë. Poutine attend depuis un certain temps que les gouvernements européens changent, parce que la majorité des gens en Allemagne en ont assez du gouvernement. La même chose est vraie en France. Je pense que c'est vrai en Angleterre et en Écosse aussi. Dans l'esprit de Poutine, il veut pas combattre ces gens. Il va attendre. Entre-temps, la Russie vendra son pétrole ailleurs, sur d'autres marchés. Les plus grands marchés se trouvent en Asie et la Russie le fait tout en engrangeant des milliards. Pour tous les génies qui ont essayé d'utiliser l'Ukraine pour détruire la Russie et lui nuire, ils ont plutôt détruit l'Ukraine. L'Ukraine pourrait même ne plus exister comme État-nation viable, compte tenu des pertes qu'elle a subies. Ils ont raconté des mensonges sur l'échec de la Russie et sur la défaite de la Russie, mais la Russie a connu beaucoup de succès. Poutine a préféré faire preuve de patience et attendre que les choses s'effondrent plutôt que de dépenser un grand nombre de virus pour les faire s'effondrer. J'ai pas toujours compris cela au début, mais dans l'histoire de la Russie, personne ne s'est davantage préoccupé de la vie des Russes que Poutine. Je rends hommage à cet homme pour cela, parce que ses prédécesseurs n'ont certainement jamais pensé ainsi. La Russie s'en sort gagnante. J'ai pensé que peut être le président Trump, lorsqu'il appelait Poutine, lui dirait que les États-Unis devaient se concentrer sur le Moyen-Orient et voulaient conclure les choses en Ukraine. Trump aurait pu dire qu'il retirait d'Ukraine tous les conseillers américains, en uniforme ou non, qu'il mettait fin à l'aide à l'Ukraine, qu'il arrêtait l'envoi d'équipements, qu'il arrêtait l'envoi d'argent et qu'il cherchait un règlement. Il aurait pu dire à Poutine qu'une fois cela fait dans les 24 heures, il pourrait commencer à parler, envoyer une équipe et régler les arrangements territoriaux. C'est ce que j'aurais fait. Les États-Unis devraient arrêter de tourner en rond dans l'impasse ukrainienne, qui est devenue un puits sans fond pour l'argent et les ressources. Ils devraient arrêter de combattre la Russie et trouver un moyen de mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Mais cela ne s'est pas produit. Et je ne vois personne penser de cette façon. Trump adore annoncer des ententes, mais curieusement, le seul contrat signé semble toujours être celui entre le chaos et le contribuable. Les États-Unis commettent les mêmes erreurs stratégiques que celles commises en Irak et en Afghanistan, mais cela ne deviendra probablement pas une autre guerre sans fin de 20 ans, parce que les États-Unis ne peuvent pas la financer ni la soutenir économiquement. Ce qui se passe maintenant est le dernier acte de la production théâtrale américaine au Moyen-Orient. Quand cela prendra fin, les États-Unis seront finis au Moyen-Orient.
Il n'y aura pas de restauration du statu quo ante. Les États-Unis partiront simplement et tout le monde au Moyen-Orient voudra qu'ils partent. Si quelqu'un vit dans le Golfe en ce moment, qu'est-ce que les États-Unis ont démontré? Ils ont démontré qu'ils ne peuvent pas les protéger. La dissuasion américaine a échoué. Alors, à quoi servent encore les États-Unis?